Édition spéciale consacrée au discours de politique générale de Gabriel Attal au Sénat, avec un débat 100% politique. Dans une minute, 4 sénateurs pour réagir aux annonces du Premier ministre. Il a repris une partie des mesures dévoilées hier pour, je le cite, déverrouiller une France qui doute. Et il s'est adressé également spécifiquement à la Chambre des territoires. Jérôme Ravier. Devant le Sénat, chambre des collectivités, Gabriel Attal a adapté son discours tourné vers les territoires. Éloge des élus locaux à qui il promet un statut tant attendu, pouvoir de dérogation étendu, mais surtout une promesse, mettre fin à l'enchevêtrement des compétences entre les différents échelons administratifs. La règle doit être simple. Pour une compétence, il faut un responsable et un financement dédié. Et je souhaite qu'une loi, construite avec les associations d'élus, soit présentée avant la fin de l'année 2024 pour tirer les conclusions de la mission d'Éric Woerth et des travaux qui ont été conduits dans cette Chambre et à l'Assemblée nationale. Citant à tour de bras les travaux sénatoriaux sur telle ou telle question sur lesquelles il promet de s'appuyer, le Premier ministre a aussi appelé poliment la Chambre haute du Parlement à avancer sur certains sujets sociétaux. À commencer par l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, votée très largement hier à l'Assemblée, et sur laquelle le président Larcher a récemment évoqué son opposition. Je suis intimement convaincu qu'inscrire cette liberté dans la Constitution est une protection nécessaire. Vous avez déjà réussi à travailler ensemble, Assemblée nationale et Sénat, autour d'une rédaction commune. Je suis sûr que vous y parviendrez à nouveau. Enfin, nos valeurs, c'est permettre à chacun de mourir dans la dignité. Nous examinerons avant l'été un projet de loi sur l'aide active à mourir. Sur les futures réformes, Gabriel Attal a promis de toujours travailler en amont avec le Sénat. Un vœu souvent entendu lors des discours de Premier ministre, mais qui s'impose à Gabriel Attal un peu plus qu'aux autres, comme l'ont montré récemment la réforme des retraites ou la loi immigration. Sans le Sénat, elle n'aurait pas pu être adoptée. Alors le Premier ministre tend la main. J'ai confiance. J'ai confiance car je sais que nous avons l'amour de la France en commun et l'envie d'agir en partage. J'ai confiance car on sait ici dépasser les clivages pour agir ensemble au service des Français et de l'intérêt général. Dans une chambre haute dominée par la droite et le centre, Gabriel Attal a pour l'instant reçu un accueil poli. Mais comme souvent, les actes seront plus attendus que les mots pour convaincre les sénateurs d'accompagner son gouvernement. Les Français ont-ils été convaincus par ce discours de politique générale de Gabriel Attal? Regardez ce sondage Odoxa, c'est 58% non. Français pas convaincus et 41% convaincus. Et les sénateurs, on va le savoir tout de suite avec mes invités. Jean-François Husson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. François Patria, bonsoir. Et bienvenue, sénateur RDPI de la Côte d'Or, majorité présidentielle. Yann Brossat, bonsoir, sénateur communiste de Paris. Et Yan Chantrel, bonsoir, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Jean-François Husson, je commence avec vous parce que si on regarde un peu plus en détail ce sondage Odoxa, ça devient intéressant par famille politique, par sympathisants. Et on voit que 58% des sympathisants LR, donc ça c'est le global, 58% pas convaincus. Et ensuite, 58% des sympathisants LR, eux, ont été convaincus par le Premier ministre. Et vous ? Le sujet n'est pas la conviction, parce que si je dis la manière dont je ressens les choses, et on les ressent mieux aujourd'hui quand on a Gabriel Attal, le Premier ministre, qui s'exprime, que quand il a un porte-voix qui reste d'une froideur impassible, je veux dire hier Bruno Le Maire. En fait, un certain nombre des sujets qui ont été abordés et des orientations qui sont proposées correspondent effectivement aux attentes de votre électorat. Voilà, aux attentes de notre électorat, et je le dis plutôt à mes idées. Moi, j'ai pas de souci. Aujourd'hui, il y a l'épreuve. L'épreuve, ça va être la mise en acte ou pas. Donc, les déclarations d'amour et d'intention, je les prends, je les reçois. Moi, d'abord par principe, depuis toujours, ça a été vrai même je veux la réussite de mon pays. Et aujourd'hui, notre pays, il ne réussit pas bien. Donc il faut changer. Des preuves, des actes. François Patria, que peut faire Gabriel Attal qui n'a pas été fait par Emmanuel Macron depuis 7 ans qu'il est au pouvoir? D'abord, je crois que Gabriel Attal a deux vertus. Il a d'abord un savoir-faire et un faire-savoir. Et ça compte parce que moi, ce que je reproche, ce qu'on n'a pas pu faire par le passé, c'est pas ce qu'on a fait, c'est bien. C'est qu'on l'a jamais fait savoir. Les gens ont retenu l'immensité des mesures qui ont été prises dans ce domaine, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'école,
dans le domaine des collectivités, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'armement, toutes ces mesures, les Français les ont oubliées parce qu'on n'a pas su les vendre. Pourtant, Emmanuel Macron communiquait beaucoup. On n'a pas su les vendre. Je pense que... Il est un mauvais communicant. C'est pas une question de communication. Je pense qu'on a fait tellement de choses, on a mis plan sur plan, qu'on a sans doute empilé, que les Français, pris dans la tourmente, ne voyaient pas très bien. Il faut dire qu'il y avait le contexte, il y avait le Covid, il y avait les gilets jaunes, il y avait la guerre, il y avait tout ça au milieu. Donc moi, ce qu'il peut faire de plus déjà, c'est d'abord rappeler tout ce qui a été fait. La France, on n'est pas là pour dire que la France ne va pas trop bien ou pas trop mal. On est là pour dire comment est-ce que la France peut progresser aujourd'hui dans le monde tel qu'il est et dans les difficultés qu'on connaît. Ouais. Voilà. Yann Brossat, c'est un ancien militant socialiste, Gabriel Attal. Il a commencé sa carrière au PS. Et là, vous dites quoi? Vous dites que le virage à droite est définitivement confirmé? Je ne vois pas bien ce que ce Premier ministre a de socialiste. En tout cas, bon, mais au-delà de ça, parce que c'est une considération politicienne, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est Premier ministre depuis 2 semaines. Il nous parle de pouvoir d'achat, il nous parle de défense des classes moyennes, il nous parle de baisse d'impôts. Enfin, il a déjà un bilan. Et son bilan, c'est quoi? C'est l'augmentation de 10% du tarif de l'électricité et c'est le doublement des franchises médicales. Donc tous ces beaux mots sur le pouvoir d'achat et sur la défense... On est à 3 088 milliards de dettes. D'accord, mais très bien, on pourrait imaginer des recettes supplémentaires du côté des grosses fortunes, on pourrait imaginer de mettre sous condition les aides massives aux entreprises, 150 milliards d'euros par an. De tout cela, il n'est jamais question. En réalité, ce sont les plus pauvres qui, en permanence, doivent casquer. Ce sont eux qui ont en permanence des devoirs et doivent se justifier. En revanche, de très grosses entreprises qui se débrouillent pour ne pas payer d'impôts en France et qui touchent des aides publiques, elles, on ne leur demande jamais rien. Elles ont uniquement des droits et jamais de devoirs. Ça, par exemple, c'est une question qui mériterait d'être posée. Là-dessus, François Patriat, je vous donne la parole juste après. J'entends bien que la solution serait plus d'impôts aujourd'hui. C'est vous qui augmentez les impôts? Non, pas les impôts. Bah si. Parce que je peux, non mais Yann, c'est vrai, vous augmentez les impôts. Non mais je peux te répondre clairement sur ce qu'est l'augmentation de l'EDF aujourd'hui et ce qu'est le doublement de la franchise. Exactement. Ça représente 1 euro au lieu de 50 centimes d'euros, sauf pour ceux qui ont plus de 50 euros d'ordonnance. Donc ça concerne tous les gens qui prennent des médicaments tous les jours. Je ne dis pas de confort, mais qui prennent des médicaments. Ça peut se comprendre compte tenu du déficit aujourd'hui. Parce que la sécurité sociale, on va bien trouver des recettes. Est-ce que vous maintenez une politique favorable aux plus riches, pour reprendre en schématisant les propos de Yann Brossat? J'entends dire depuis hier, le gouvernement tombe à droite. Est-ce que la valeur travail, c'est de droite? C'est pas de gauche? C'est pas de gauche? Est-ce que la valeur ordre, c'est de droite ou de gauche? Est-ce que la valeur autorité, c'est de droite ou de gauche? Est-ce que la valeur santé, c'est de droite ou de gauche? Augmenter le tarif de l'électricité de 10%. On n'a pas encore entendu Yann Chantrel. Votre avis? Je veux bien répondre à l'électricité, Yann. Mon avis... Il y a même certains, alors c'est Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qui disent que c'était le texte le plus réac, enfin, depuis un siècle. Il est parlé de main morte. En tout cas, clairement, on assiste à un durcissement, une accentuation de la politique inégalitaire qui est menée depuis 7 ans par le président de la République. Il ne faut pas, parce que le Premier ministre a changé, que la politique a changé. Le président de la République, c'est le même. C'est lui qui fixe la ligne. Celui qu'il faudrait remanier, c'est sa politique. C'est la politique du président de la République, qui n'a fait que creuser les inégalités depuis 7 ans. Creuser, c'est abyssal. On veut s'occuper du travail. Vous en avez très bien parlé. Mais il faut s'occuper des inégalités au sein de l'entreprise. Vous avez des écarts de salaire de 1 à 300. On parle justement des agriculteurs. Vous savez que cet écart de 1 à 300, il a lieu dans Carrefour. Un distributeur qui se gave justement sur le dos des agriculteurs et qui se gave. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Absolument rien. Rien n'est fait. Vous avez par contre baissé les impôts des plus riches. Vous ne revenez pas là-dessus. Ça permettrait des recettes fiscales justement. Vous baissez les cotisations sociales sur les employeurs. Mais vous dites que la sécurité sociale a besoin d'argent. On a des propositions pour pouvoir avoir de l'argent. Il y a plein de propositions. C'est de permettre justement, parce que ce sont des cotisations, d'ailleurs ce ne sont pas des charges, c'est du salaire différé. Augmentez ces cotisations, remettez-les, même pas augmenter, remettez-les juste à niveau. Parce que ça, c'est colossal. Débat sur la fiscalité, pourquoi pas? Je vous suis dans cet angle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Husson? Parce qu'il y a la critique qui est faite, c'est en fait, c'était un discours de politique générale, finalement, d'inspiration sarkozyste. Non, mais c'est ce que j'entends là, de mon point de vue, c'est de la folie furieuse. On est le plus pays... taxer les entreprises, ou plus taxer les plus riches? Qui a une fiscalité qui est confiscatoire. Vous regardez, on est toujours au temps du ras-le-bol fiscal. Simplement, je pense aussi qu'il faut reposer à plat
la fiscalité. Je vais prendre un exemple, puisqu'on est ici au Sénat. Sur la fiscalité locale. Le fait d'avoir supprimé une fiscalité locale, ça provoque l'étranglement des collectivités qui ont moins la main. Sauf qu'en faisant ça, le président de la République, puisque j'ai écouté le Premier ministre, c'est sous l'égide du président de la République. J'ai regardé, c'est en gros sous le patronage du président de la République, on prend ces mesures-là. C'est une mauvaise mesure. Mais pour remettre le débat en disant à fiscalité constante, de quelle manière on redonne la main, parce qu'en fait, une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on perd nos concitoyens. Ils ne savent plus comment faire ni s'y retrouver. Donc il faut, à mon avis, simplifier. Alors, j'ai entendu débureaucratiser, déverrouiller. Je dirais le constat, il est agréable pour moi à entendre, mais quand même je pose une première question. Sous l'égide du président de la République, depuis 2017, on a eu différents gouvernements. Que n'ont-ils mis en œuvre ces mesures jusqu'à présent? Et donc, si on veut recréer la confiance, elle ne se décrète pas. Il va falloir trouver la manière de faire. Et le Premier ministre l'a dit d'ailleurs dans sa réponse. J'attends du Sénat, mais écoutez, le Sénat, il a fait des propositions, la majorité sénatoriale, d'économie, de relance, d'accompagnement. Au dernier budget, projet de loi de finances, le gouvernement a tout envoyé bouler. On va s'appuyer dans ce débat sur plusieurs extraits de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal devant le Sénat cet après-midi. Il y a une première avec un thème principal, l'autorité. Gabriel Attal. L'autorité, c'est à l'école, c'est aussi dans la famille. Lors des émeutes de juillet, la France a été frappée par le choc. Elle a aussi été sidérée par la jeunesse des émeutiers. Des jeunes de moins de 15 ans, parfois de moins de 13 ans. Des jeunes qui n'ont plus de repères, pour qui la violence est parfois devenue un passe-temps. Ces jeunes, nous devons pouvoir les accompagner. Nous devons aussi pouvoir mieux les sanctionner, avec des peines adaptées. Aujourd'hui, il est impossible de prononcer une peine de travaux d'intérêt général en dessous de 16 ans. Alors nous créerons les travaux d'intérêt éducatif qui pourront être prononcés, y compris pour les jeunes de moins de 16 ans. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur ce point précis, travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Yann Brossat, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que dans l'arsenal juridique, on en a besoin? La Macronie, j'ai l'impression que ça a commencé comme la Startup Nation et ça a fini comme le pensionnat de Chavagne. Vous savez, cette émission d'M6 il y a quelques années qui était inspirée des choristes. Oui. Au fond, j'ai vraiment le sentiment qu'on réveille tout ce qu'il y a d'un peu vieux, de plein de naphtaline. Quelle est la réalité? C'est qu'on a un système éducatif qui est aujourd'hui en ruine, que vous avez une école publique qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien, que vous avez une situation tellement déplorable qu'on recrute des enseignants en 5 minutes à l'occasion d'un speed dating. C'est ça quand même la réalité dans laquelle on est. Et donc évidemment qu'on a une jeunesse qui est dans un état compliqué quand on a une école publique qui est dans un si mauvais état aussi. On a donc s'il y a des mineurs délinquants de 13 ou 14 ans, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens donnés à l'école. Il faut d'abord... Mais il y a aussi beaucoup de jeunes de 13-14 ans qui s'en sortent très bien. Il faut d'abord mettre le paquet sur l'école publique. Et le rôle de la République, c'est de faire en sorte que nos mômes aient une éducation de haut niveau et qu'on ne se retrouve pas avec une école qui est dans un état aussi déplorable. Vous avez encore des centaines de postes qui vont être supprimés à la rentrée. C'est quand même à ça qu'on devrait s'atteler. Est-ce qu'un tribunal pour enfants, un juge pour enfants, a besoin de ces travaux d'intérêt éducatif pour mieux, finalement, prendre en charge, proposer une réponse à la délinquance des tout jeunes ados? C'est vraiment des mesurettes, je suis désolé de le dire. Comme l'a très bien dit Yann Brossat, la seule réponse, l'origine de la délinquance, c'est une origine sociale. Vous regardez toutes les statistiques, elle est sociale. Comment combattre justement la délinquance? C'est le prendre à la racine, c'est le terreau qui le crée, c'est les inégalités, le terreau des inégalités sociales. Quand vous regardez, c'est très clair. Alors, non seulement il faut renforcer notre système d'école publique, mais plus grave encore, et on le voit avec les scandales qui éclaboussent la ministre de l'Éducation, mais on a quand même un des rares pays, moi j'ai regardé parce que je suis sénateur des Français de l'étranger, les autres pays nous regardent, on est le seul pays, avec le Chili, ça a été fait dans les années 82 sous Pinochet, où on a 75% d'argent public qui finance les écoles privées sans aucune contrepartie. Même des pays scandinaves ou autres, il y a des contreparties. Nous sommes le seul pays. Alors, des milliards qui sont donnés à l'école publique, à l'école privée,
sans contrepartie. En fait, on organise nous-mêmes avec l'argent public le séparatisme social dans notre pays. Agissez là-dessus. Okay, mais qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les propositions que vous faites concrètement pour agir contre ce séparatisme scolaire qui a lieu et mais moi, social et scolaire qui a lieu dans notre pays? Et ça, c'est je suis un peu têtu, je vais essayer de rester sur cette thématique de l'autorité. Je vais citer Gabriel Attal qui dit à propos des jeunes délinquants: tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Jean-François Husson, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je souscris, je sors d'une campagne sénatoriale, c'est ce que j'ai entendu, et moi je vais vous dire, mais je suis en complet désaccord. Avec ce qui a été dit à l'instant. Je vais d'abord vous dire une chose, le séparatisme scolaire, tout ce que vous reprochez à Emmanuel Macron et à ses gouvernements depuis 7 ans, vous n'y aviez pas répondu avant. Donc stop, soyons un peu plus modestes et agissons plus. Premier élément. Deuxième élément, on a un problème effectivement d'une crise de l'autorité. Le début de la crise de l'autorité se passe dans la famille. Les enfants, ils naissent pas uniquement dans des roses et dans des choux. Ils ont des parents. Alors, un papa, une maman, les deux, et puis il y a des séparations, etc. Mais il y a un besoin de suivre très vite. Parce que quand les enfants arrivent à la maternelle ou à 3 ans à l'école, il y a d'abord des premiers indicateurs. Ça veut dire que s'il y a des premiers indicateurs inquiétants, il faut tout de suite qu'il y ait un suivi social. Il faut alerter. Parce que ça permet de remonter. Parce que quand on essaie après de réparer, ça coûte très très cher et finalement on laisse filer. La responsabilité, je le dis, elle est collective. Et moi, je le dis parce que je suis un gosse de la campagne. Et l'ascenseur social, à mon époque, et aujourd'hui encore, heureusement, il fonctionnait. Mais il fonctionne beaucoup moins bien. Mais bien sûr qu'il fonctionne moins. Mais parce qu'à l'époque, on se faisait tirer les oreilles. Et puis quand on faisait une bêtise, on allait demander pardon, etc. Aujourd'hui, parfois les parents, quand vous êtes dans des couples séparés, que le papa ou la maman, ils travaillent en décalé, il arrive, les enfants sont pas là, on se débrouille avec le voisin, la voisine. Tout ça est assez inorganisé, c'est quand même un vrai sujet, et c'est un sujet de société. Comment voulez-vous faire société quand ça se délite à ce point? Alors, on a juste une responsabilité collective. Et pour ça, il vaut mieux partager, il faut écouter un peu les sociologues, j'en prends, j'en laisse. Voilà, c'est vraiment important, parce que c'est le début de la vie collective. Mesurette, disait Yan Chantrel, qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je voudrais dire que j'ai l'impression, en écoutant les opposants ici, j'ai l'habitude d'être seul contre tous, pas complètement à cet instant, mais en général... c'est qu'on a l'impression, à entendre les responsables politiques, qu'ils ont une amnésie totale. Que si la France va mal aujourd'hui, c'est à cause de Macron et de la Macronie. D'abord, moi, je ne parle jamais de la Mélenchonie. Mais vous savez, la Macronie, pour vous, c'est comme une maladie honteuse. J'entends ça comme tel. Donc ça, je ne le supporte pas. Deuxième chose... Oui, mais enfin, c'est vrai que ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est aux manettes. Oui, mais ça fait 7 ans qu'on essaye de réparer tout ce qui a été fait, et j'y ai participé par le passé. Enfin, qui a mis autant d'argent sur la santé? Je vous réponds une chose. Regardez. Le Ségur de la santé, 19 milliards en une seule fois. François Hollande n'avait pas mis 3 milliards. Donc, vous voyez, on répare. Dans l'école, qui est-ce qui a dédoublé les classes pour que dans les milieux défavorisés, ça puisse aller mieux? C'est Emmanuel Macron. Qui est-ce qui a augmenté le salaire des professeurs? C'est Emmanuel Macron. Qui est-ce qui lutte aujourd'hui contre l'absence des professeurs? C'est Emmanuel Macron. Mais il y a quand même eu des émeutes l'été dernier. Alors, il y a eu des émeutes. Alors là, c'est le bon sens qui répond. Moi, je pense que là, mes amis, vous avez raison. Il faut traiter ce problème des enfants qui sont un peu délinquants, à la fois à la racine, et dans la sanction aussi. Bien sûr que vous avez raison, à la racine, il faut travailler aujourd'hui pour que les inégalités d'origine puissent être combattues efficacement, mais dans le même temps aussi, on ne peut pas laisser des enfants cassés, détériorés, ennuyés, sans qu'il y ait une réponse immédiate en matière d'autorité. Mais alors ces travaux d'intérêt éducatif, on n'a pas le droit de faire travailler les enfants si un enfant a détruit une pelouse ou détruit une classe, vous l'obligez à nettoyer, à réparer ce qu'il a fait, à nettoyer, à venir constater, à nettoyer avec quelqu'un autour de lui qui lui dit, ben voilà, t'as tagué le plancher, etc., ben maintenant tu vas réparer. Voilà. Ça me paraît le bon sens évident. Alors, autre thème, on va comme ça essayer de décliner quelques thèmes. Peut-être la feuille de route économique de Gabriel Attal avec ce mot qui n'est pas facile à prononcer. Je vais y arriver, forcément. Désmicardisation. C'est parti. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour personne à augmenter le salaire de salariés proches du SMIC. Parce que l'employeur doit payer beaucoup plus de cotisations sociales, parce que le salarié lui-même perd de sa prime d'activité, voit sa CSG augmenter et bien souvent entre dans l'impôt sur le revenu. Il faut sortir de ce que certains techniquement appellent ce coin fiscalo-social qui concentre trop de Français autour du SMIC. Nous avons un SMIC supérieur à celui de nos voisins, et c'est une chance. Mais nous avons beaucoup plus de salariés qui sont proches du SMIC que chez les pays voisins, parce que nous avons cette forme de trappe dont nous devons sortir. Yan Chantrel, cette trappe à bas salaire, elle existe, ça fait longtemps qu'on la connaît. Est-ce que c'est la bonne méthode pour la faire sauter ?
D'accord. Celle de Gabriel Attal. Quelles sont les propositions concrètes pour les faire sauter? Moi, j'en ai pas vu. Mais par contre, que les salaires sont bas en France, ça, je vous le confirme, effectivement, par rapport à d'autres pays. Alors après, il y a deux choses. Déjà, la première, les plus bas salaires, c'est ceux qui touchent le SMIC, justement. Donc commençons par déjà augmenter, parce que contrairement à ce qu'il dit, les augmentations sont très faibles et elles sont attendues. Donc si vraiment il veut récompenser le travail, qu'on commence par ça. Et ça, c'est une décision qui peut être prise par le gouvernement. Donc ça, c'est très simple, c'est très facile, qu'il commence par ça. Ensuite, il y a effectivement, je parlais des cotisations sociales. Il y a des effets pervers à diminuer justement les cotisations sociales sur les bas salaires exclusivement, à tel point que vous êtes enfermé dans ce bas salaire, puisque l'employeur ne souhaite pas vous augmenter pour ne pas payer justement de cotisations sociales, parce qu'il va se mettre à en payer s'il vous fait passer, par exemple, du SMIC à un salaire un peu plus élevé. D'où le fait de remettre les choses à plat, parce que quand on fait des dégrèvements de cotisations sociales, c'est pas fait pour que ça soit gravé dans le marbre ad vitam aeternam. Sinon, supprimer carrément les cotisations, ça veut dire qu'elles ne servent à rien pour vous. Donc ça, ce qui est important de faire, c'est de remettre déjà ces cotisations pour remettre à l'endroit justement nos comptes sociaux, qui sont, je le rappelle, du salaire différé et non pas des charges, ce qui est très précieux dans notre pays, même si nos services publics, malheureusement, sont mal en point et sont attaqués. Mais ça commence par revaloriser. Mais pas revaloriser uniquement les salaires, mais les conditions de travail aussi des travailleurs. Moi, j'ai vécu au Canada, où c'est un pays qui prend soin de ses employés, où on fait tout pour qu'ils soient bien, parce qu'on a envie de les garder. C'est pas toujours, malheureusement, l'état d'esprit des patrons français. Ça dépend des entreprises, on ne va pas généraliser non plus. Il y a des mesures qui ont pu être mises en place, notamment en Allemagne, sur la semaine des 4 jours. Alors là, on veut faire travailler les gens en 4 jours. Alors, c'est vrai, on veut les faire travailler vraiment à tel point qu'ils explosent, en quelque sorte. Ben, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt faire la semaine des 4 jours, qui, elle, fonctionne de manière adaptée et qui permettent justement de créer des emplois. Et c'est des pays très libéraux qui le pratiquent. Au Canada, on le fait. Yann Brossard, votre avis sur la désmicardisation, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est quoi le point de départ? C'est que le gouvernement a beaucoup communiqué autour de la baisse du chômage. Oui. Et la réalité, c'est qu'on a dans notre pays de plus en plus de pauvres. Comment est-ce qu'on peut avoir une baisse du chômage et de plus en plus de pauvres? Pour une raison assez simple, c'est qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres. De gens qui travaillent, qui bossent dur et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est à eux que Gabriel Attal veut s'adresser d'ailleurs. Une smicardisation de la société, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire d'avoir un Premier ministre, il est ministre lui aussi depuis longtemps, qui se réveille un matin et qui dit on assiste à une smicardisation de la société. Je crois que quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il y a 12% des salariés qui sont au SMIC et aujourd'hui on a 17%. Donc il y a quand même, malgré tout, une responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Première chose. Et la deuxième, c'est qu'une fois qu'on a dressé ce constat, quelles sont les mesures concrètes qu'on met en place pour remédier à ce problème? Il y a des propositions qui sont sur la table. Nous avons proposé avec Fabien Roussel, par exemple, l'indexation des salaires sur l'inflation. Faire en sorte que quand les prix augmentent, les salaires augmentent, ce qui existe en Belgique et ce qui n'a pas les effets pervers décrits par certains qui prétendent que ça va alimenter davantage l'inflation. Il y a moins d'inflation en Belgique que chez nous. Et pourtant, ils ont cette mesure d'indexation des salaires. Typiquement, qu'on mette en place cette mesure. Je reprends cette idée. Votre avis, tous les deux, indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, un piège inflationniste? C'est ce que certains économistes disent. Oui, ça a d'abord été démontré. En France, le SMIC, lui, est indexé sur l'inflation. Mais je vais vous dire, je pense que... Quel est le problème, en fait? Le problème, globalement, il est un problème de coût du travail et de disponibilité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a des classes d'âge beaucoup moins nombreuses qui arrivent sur le marché du travail par rapport à celles qui s'en vont. On a donc un problème de déséquilibre du système de retraite, quoi qu'on dise. Et puis, on a le deuxième dispositif. Aujourd'hui, il faut favoriser les parcours professionnels. C'est-à-dire qu'il faut offrir des parcours en permettant aux salariés de sortir du dispositif par de la qualification, par de la formation, par des heures supplémentaires. On a besoin, si on veut retrouver de la compétitivité, parce que nous en avons perdu beaucoup, notamment sur les horaires de travail, il faut redonner à ceux qui veulent travailler, et il y en a beaucoup, la capacité de travailler davantage, que ce soit plus longtemps ou avec des heures supplémentaires. Et il faut certainement aussi encourager, pour retrouver du pouvoir d'achat, avec des avantages fiscaux, temporaire. Vous nous ressortez le travailler plus pour gagner plus. Non, c'est pas le ressortir. C'est parce qu'il ne nous a pas échappé. Quand vous regardez la manière dont les choses aujourd'hui, finalement, se déroulent, on a plus de gens au SMIC
Comme le SMIC, il est aujourd'hui indexé sur l'inflation, j'ai trouvé, moi, là encore, des exemples dans des entreprises que je rencontrais, parce qu'il y a des élus qui sont aussi des entreprises, des entreprises pour lesquelles comment dirais-je, des stagiaires gagnent plus, des stagiaires, voilà, qui sont en apprentissage, gagnent plus que des salariés qui sont là depuis 20 ans parce qu'ils sont dans une trappe à bas salaire. Eh bien, moi, ça me choque. Ça me choque. Je pense que ça n'est pas normal. François Patriat, c'est vrai que c'est pas très précis pour l'instant, ce que Gabriel Attal prévoit pour en sortir de cette trappe à bas salaire. Deux voies totalement différentes. Vous évoquez, moi je ne pense pas que c'est par la hausse des cotisations, ni qu'on réglera le problème des comptes sociaux, ni qu'on réglera le problème du chômage et de l'emploi. Pas du tout. Parce que plus vous aurez prélèvements sociaux, moins il y aura d'attractivité, moins les gens emploieront, plus le chômage montera. Moi, je ne suis pas sûr que des gens, aujourd'hui, si vous pensez qu'il vaut mieux être chômeur qu'au travail avec le SMIC, moi, ce n'est pas mon cas. Je pense que l'activité génératrice à la fois de fierté, d'humanité et de gain. Je le pense comme tel. Ensuite, mais je pense pas qu'Yann Chantrel pense le contraire. Reconnaissez quand même. Non, mais si, parce que vous voulez que des cotisations. Vous parlez que de cotisations. Mais je ne parle pas que de cotisations. Vous m'avez dit qu'il faut remettre les cotisations. Non, mais attendez, je ne vous ai pas interrompu. Bon. Ensuite, quel est tout à l'heure, ça a été rappelé par le Premier ministre, la France a le SMIC le plus élevé. La France a le SMIC le plus élevé. Et de surcroît, au cours de ces 2 dernières années, la hausse du SMIC, des minima sociaux, a été montée plus que l'inflation. Quel est le gouvernement qui a fait ça par le passé? Aucun. Il n'y a aucun coup de pouce au SMIC, c'est l'application de la loi. Non, mais attendez. C'est l'application de la loi. Sur les minimums. Le SMIC aujourd'hui a monté. Sur le SMIC, c'est la loi. Il n'y a eu aucun coup de pouce particulier. Il a monté. Si, il y a des coups de pouce. Non. Bien. Donc, ensuite, écoutez, si vous voulez aujourd'hui sortir des trappes, il faut créer de l'activité. Quand je vois certaines personnes du Nord-Pas-de-Calais ou ailleurs, quel est le gouvernement qui a créé aujourd'hui des dizaines de milliers d'emplois dans ce territoire avec ce qu'on a fait comme méga factory? C'est l'activité qui va créer la richesse. C'est pas aujourd'hui la hausse des cotisations ou la baisse. Quand on a baissé les cotisations, vous vous souvenez, dès 2018, on a baissé les cotisations, la part patronale. Ça a été un gain de 3,5% immédiat de pouvoir d'achat, sans contrepartie, sans paperasserie. Ça a créé de l'activité. Aujourd'hui, là où il y a de la tension, les salaires montent. On le voit bien, dans la restauration, dans certains métiers aujourd'hui, les salaires montent dans le BTP. Parce qu'il y a de l'activité, parce que c'est attractif, et puis parce que les gens ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, ils augmentent les salaires. Voilà, c'est peut-être surtout parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre et qu'il a fallu augmenter les salaires pour rendre ces métiers attractifs. Comme vous dites, les salaires montent, ça montre qu'il y a de la marge pour les monter. Puisque quand il y a une problématique, quand le rapport de force est inversé, tout d'un coup, les salaires montent. Allez, il y a un autre thème dont je voudrais parler, pardon de vous interrompre, et le temps a déjà pas mal filé, c'est la question de l'attribution des logements sociaux. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait donner plus de pouvoir aux maires. Écoutons. Nous allons proposer de faire évoluer la loi SRU, en répondant ainsi à des attentes anciennes et récurrentes des élus locaux. D'une part, les maires auront enfin la main pour la première attribution des logements sociaux dans leur commune. D'autre part, nous proposons que les logements intermédiaires, accessibles à la classe moyenne, soient désormais inclus dans le calcul de la part de logement social dans le cadre de la loi SRU. Je veux le dire aussi clairement à ceux qui s'inquiètent. Dans les communes soumises à la loi, nous maintiendrons évidemment une exigence d'un nombre minimal de logements très sociaux. Nous maintiendrons bien sûr une exigence d'un nombre minimal de logements très sociaux. Est-ce que ça vous rassure, Yann Brossat? C'était cet après-midi au Sénat. Il a, je pense, rajouté ça après son discours de politique générale devant les députés hier. C'est ni plus ni moins le démantèlement de la loi SRU. C'est-à-dire cette loi qui a été votée en 2000 et qui prévoit désormais 25% de logements sociaux dans chaque commune. Et en réalité... Donc le fait d'y intégrer des logements intermédiaires, pour vous, ça casse la logique de cette règle. Il faut dire les choses très clairement à ceux qui nous écoutent. C'est quoi le logement intermédiaire? Le logement intermédiaire, en gros, dans une ville comme Paris, c'est 20 € du mètre carré. C'est-à-dire que pour un 50 mètres carrés, vous payez 1 000 € de loyer, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Donc la différence entre le logement social et le logement intermédiaire, c'est que le logement intermédiaire, c'est plus cher que le logement social. Et ça s'adresse plutôt à des classes moyennes supérieures. Le plafond de ressources, par exemple, en logement intermédiaire pour une famille avec 2 enfants, c'est 8 000 €. Donc vous dites quoi? Attention, ça va forcément se faire au détriment du logement social. Il faut être très clair. Ce que ça veut dire, c'est qu'un certain nombre de maires qui faisaient exprès de ne pas appliquer la loi SRU, qui à dessein n'appliquaient pas la loi SRU,
plutôt que de faire du logement social, vont bourrer de logements intermédiaires. Ce qui fait qu'ils n'auront plus aucune obligation en matière de production de logement social. Excusez-moi, mais faire ça la veille de l'anniversaire des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, je trouve que c'est quand même un peu curieux. François Patriat, est-ce que c'est un coup de canif finalement au principe de la loi SRU? D'abord, on est ici au Sénat, c'est une demande des élus locaux et des maires en particulier. Alors, la demande de redonner aux maires le pouvoir d'attribution, mais peut-être pas le fait d'y intégrer les logements intermédiaires. Attendez, je ne suis pas sûr que tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, ne seraient pas intéressés par le fait d'attribuer les logements sociaux en premier. 2, souhaite-t-on ou pas de la mixité sociale? Alors, on vous me parlez des logements à Paris. On va sortir Paris de tout le reste. Moi, j'habite à la campagne, tout à côté, je sais ce que c'est que les logements intermédiaires. Ce n'est pas les tarifs que vous dites aujourd'hui. Il ne faut pas 1 000 € par mois. On en trouve aujourd'hui. Donc, on peut faire aujourd'hui. Si on ne veut pas créer des ghettos, il faut faire de la mixité sociale. Il faut le faire. Et le fait aujourd'hui de le donner, de pouvoir donner un coup de pouce, justement, je sais bien que les bailleurs sociaux ne vont pas aimer le processus, je le sais bien. Mais dans le même temps, si on ne facilite pas les choses, si on n'ouvre pas des portes, la crise du logement, qui est dramatique et majeure aujourd'hui, risque de se trouver sans issue parce qu'on n'aura pas facilité les choses. Et ça ne va pas se faire au détriment des plus pauvres, pour reprendre l'argumentaire de Yann Brossard. Parce que moi, vous savez, vous avez parlé de Paris, moi je peux parler de Dijon. François Rebsamen. Il n'y a pas de besoin en logement social à Dijon. Il a créé 20 000 logements. Il n'y a pas de besoin en logement social. Il a créé, bien entendu, au-delà même de son quota de logements sociaux. Alors. Il l'a fait. Mais il y a des maires qui il n'en est pas mort. Mais il y a des maires, au contraire. Sa ville va bien. Non, mais je l'approuve. Alors. Mais je l'approuve, tout à fait. Mais je dis qu'il y a des maires aujourd'hui qui préfèrent payer, aujourd'hui l'amende. C'est bien le problème. Et bien là, on permettra peut-être... Il faudrait renchérir l'amende. Pas du tout, il fera du logement intermédiaire pour ne plus payer l'amende, au lieu de faire du logement social. Non, mais il fera les deux. Mais bien sûr que non. Déjà, on n'arrive pas à lui faire du logement social. Donc vous lui donnez une échappatoire. On n'a pas dit que le logement intermédiaire remplaçait le logement social. Bien sûr que si, puisqu'il est compté dans le taux SRU. On a dit une part de logement intermédiaire dans le logement social. Une part. Donc ils feront les deux maintenant. Avant, ils ne feraient rien. Oui, mais ça permet clairement à des personnes, à des maires qui ne respectent pas la loi RCAE de pouvoir être dans le quota en ne faisant pas de logement social. À la fin, ça finit par créer ça. Donc s'il y a des mesures réellement pour faire du logement social, c'est peut-être de rendre ça beaucoup plus, de pénaliser beaucoup plus ceux qui ne respectent pas la loi. Parce que les hors-la-loi, il y en a. Et il faut effectivement les condamner. Et donc vous pensez que les sanctions ne sont pas suffisantes? Les sanctions ne sont clairement pas suffisantes. Nous, on avait proposé, lors de la dernière campagne, justement, de doubler, ne serait-ce que de doubler les sanctions pour que, justement, les communes respectent la loi. Ce qu'on demande, c'est de respecter la loi. D'autant plus, il y a 2,6 millions de personnes qui sont actuellement en attente d'un logement social. 2,6 millions. Est-ce qu'il faut doubler les sanctions? D'abord, je veux dire une première chose. Aujourd'hui, le logement est dans une crise grave. Oui. Il est dans une crise grave. Il n'y a pas que ça dans les annonces de Gabriel Attal sur la crise du logement. On est sur le logement. Allez-y, sur le logement. Allez-y. Que vous soyez sur le logement locatif, que vous soyez sur la propriété et que vous soyez sur la reconquête urbaine. En gros, 10% des logements en France sont actuellement vides. J'entends le Premier ministre qui dit qu'il va falloir faire attention à moins densifier. Mais moins densifier quand, dans le même temps, on dit qu'il faut le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire essayer de contraindre, d'éviter l'extension, on voit bien que c'est difficile. Donc moi, ce à quoi j'appelle, c'est à poser un diagnostic. Ça va descendre, l'intention vient de Paris, et après, on territorialise. Je suis sur l'agglomération Nancennes. On a une commune, elles sont d'ailleurs deux, Laxou, Maxéville, mais Maxéville est une commune avec plus de 70% de logements sociaux. Sur Nancy, on avait la plus grande barre HLM d'Europe, qui faisait 700 mètres de long, sur plus de 20 étages. Eh bien, vous avez beau déconstruire, vous avez beau dédensifier. On a réparti des habitants sur le même territoire, puis sur le territoire de l'agglomération, et en même temps à l'extérieur. Ça met du temps, il y a beaucoup d'argent consacré, mais je dois dire que les résultats en termes d'indicateurs sociaux ne sont pas exceptionnels. Loin de là. C'est-à-dire qu'on reste avec des niveaux de délinquance, des niveaux de chômage qui sont encore préoccupants. Pour reprendre la proposition de Gabriel Attal, est-ce que le fait d'intégrer ces logements intermédiaires aux 25% de la loi SRU, ça va donner plus de mixité? C'était l'argument de François Patriat. Alors je crois personnellement que oui. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui, dans le dispositif, est préoccupant. Parce que quand vous êtes avec les 25% et que vous avez un parcours, à un moment, qui fait que vous voudriez devenir acquéreur de votre logement, parce que vous avez votre parcours professionnel, vous avez des meilleures situations, etc. Eh bien, dès que vous passez un certain seuil, vous voulez être propriétaire, on vous sort
des 25%. Et donc, il y a quelque part un non-retour sur un parcours au mérite. J'entends, vous vouliez reprendre la parole. Non, mais juste un mot, parce que le souci de mixité sociale, il est évident. Oui. Que dans des villes où on a 30, 40, 50% de logements sociaux, on mette le paquet sur le logement intermédiaire et sur l'accession à la propriété. Mais moi, j'y souscris à 100%. Simplement, la loi SRU, dont il est question dans le propos de Gabriel Attal, elle concerne les villes qui n'ont pas atteint leurs objectifs de 25%. Et donc, ce que je dis, c'est que là où on n'a pas fait les 25% de logements sociaux, il faut faire du logement social et pas remplacer le logement social par du logement intermédiaire. Du logement intermédiaire, on en a d'abord besoin là où on a déjà beaucoup de logements sociaux parce qu'on en a fait ces dernières années. Bon, allez, on va... Allez, un dernier thème, il nous reste 7-8 minutes, 8 minutes. Quand même parler de cette crise agricole avec là aussi un engagement de Gabriel Attal sur les normes européennes. Là aussi, ce n'est pas un très joli mot en français, la surtransposition. Écoutons. J'en prends l'engagement. Nous ne surtransposerons pas les normes européennes. Nous devons être aux côtés de nos agriculteurs et nous ne pouvons pas nous-mêmes leur mettre des boulets aux pieds dans une compétition européenne et mondiale. Car nos agriculteurs aspirent à la souveraineté, ils s'indignent de la concurrence déloyale de ceux qui ne respectent pas les mêmes standards de qualité que nous. Ils aspirent à construire notre indépendance agricole et alimentaire et ils ont raison. Alors depuis le début de cette crise, colère des agriculteurs, il y a eu beaucoup d'annonces, un certain nombre de revendications entendues. On n'a pas pu toutes les lister, mais les plus importantes. Hausse de la fiscalité du gazole non routier qui a été supprimée, des aides pour payer ce GNR, le doublement des contrôles pour appliquer les lois Egalim, des aides pour la prise en charge de la maladie hémorragique épizootique qui touche certains bovins, toutes les aides de la PAC versées au 15 mars, je pourrais rajouter les aides spécifiques pour les agriculteurs ou encore les engagements sur la simplification. Yann Chantrel, tiens, je commence avec vous. Que peut-il faire de plus, le Premier ministre ? Ce qu'il peut faire de plus, déjà, c'est un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange. Parce que ça, clairement, c'est concret. C'est ce qui est en train de se jouer à Bruxelles avec Emmanuel Macron au Conseil européen. C'est du dumping, justement, et qui met à mal notre agriculture. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est très clair sur le Mercosur et le fait qu'il ne veut pas le voir s'appliquer. Donc, puis l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Après, il faut aussi avoir une réforme en profondeur également. On aura l'occasion d'en débattre lors des élections européennes qui arrivent, sur la PAC, pour orienter justement les aides publiques pour soutenir une agriculture durable. Parce qu'à l'heure actuelle, finalement, ça ne va pas soutenir les petits agriculteurs. C'est les gros semenciers ou autres. Finalement, c'est une course en avant du lobby agro-business qui est financé, perfusé même, et qui est obligé encore plus de s'agrandir pour pouvoir. Donc ça n'a ni queue ni tête, et c'est ça qu'il faut réformer pour atteindre. C'est une mesure de long terme, mais c'est très concret pour nos compatriotes aussi, pour les agriculteurs. Puisque quand même, ils ont en charge aussi notre santé. Quand on parle des normes, ça c'est catastrophique, parce que revenir les normes, c'est quoi ? Revenir sur les normes environnementales. Mais s'il y a des normes à la base, c'est justement pour la qualité de nos aliments. Quand même, il y a notre santé qui est en jeu. Les normes, ce n'est pas fait pour se faire plaisir, c'est fait pour avoir des produits de qualité qui peuvent mettre en danger notre santé. S'il n'y a pas des normes, c'est également pour préserver l'environnement. Préserver l'environnement, les agriculteurs sont les premiers à en bénéficier. Parce que vous dites attention à ce que la simplification ne se fasse pas au détriment de l'engagement écologique. C'est difficile dans le temps. Jean-François Husson, est-ce qu'il n'a pas lâché du lest trop tôt, le Premier ministre, si on fait un peu de stratégie politique ? D'abord, première chose, je pense que s'il avait fait son discours de politique générale juste dans la foulée de sa nomination, il n'aurait pas abordé le sujet de l'agriculture. Il l'a d'ailleurs dit, on va le mettre tout en haut de la pile. Ça veut dire qu'il était en bas. D'ailleurs, la situation de l'agriculture, il y a 10 ans, l'agriculture française était la première en termes de résultats en Europe. Aujourd'hui, on est entre la 5e et la 6e place. Ça veut dire qu'on a perdu de la compétitivité. Donc il faut deux choses. D'abord, il faut aider les agriculteurs à traverser cette période difficile avec différentes mesures pour qu'ils puissent tirer... On en a listé beaucoup, là, déjà. Oui, mais pour qu'ils puissent tirer un revenu digne de leur travail. Et le deuxième sujet, c'est celui qui a été abordé notamment dans un rapport sénatorial conduit par Laurent Duplon, c'est de redonner de la performance à la ferme France. Et aujourd'hui... Mais est-ce que ça se fait, pardon de vous interrompre, mais il y a effectivement une question de modèle agricole pour les 30 ou 40 prochaines années. Est-ce que ça se fait au détriment des normes environnementales ? Mais ça ne se fait pas au détriment, ça se fait en travaillant, je dirais, de la manière la plus intelligente possible, avec une période non pas brutale de sanctions, mais avec un temps de transition, des mesures d'accompagnement.
il en va de l'agriculture comme il en va du reste. C'est pas en décrétant et en mettant des sanctions relativement brutales qu'on réussit. François Patria, le gouvernement n'a pas vu venir cette crise de l'agriculture parce que ça fait des mois qu'il y a les panneaux de signalisation qui sont retournés à l'entrée des villes. Multifactorielle qui tient à 3 choses. 1, le revenu. 2, les charges. 3, les normes. Mais vous 4, l'administration. l'administration. Est-ce que vous avez sous-estimé la crise? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que c'est quelque chose que je fais remonter depuis des mois, des années, au gouvernement et même au chef de l'État. Dire attention, la vie du monde agricole est beaucoup trop tracassée. Aujourd'hui, ils subissent des contraintes. Les normes environnementales, les normes aujourd'hui européennes, qui les a demandées? C'est pas la France qui les a demandées. Elle n'a pas demandé. C'est pas battu contre. C'est sous la pression du monde écologique qu'elles ont été faites. Aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut produire plus. Avec la jachère, on produit bien. Quel est le gouvernement qui, aujourd'hui, revient en arrière sur la jachère? Il était le seul à le demander. 22 pays nous ont rejoints. C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, avec le ministre aujourd'hui, qui l'obtiennent. Quel est aujourd'hui celui qui va venir sur la transformation? Pourquoi est-ce qu'on ne produit plus de colza en France et qu'on en perd? Pourquoi? Parce qu'on a mis des mendes sur des produits qu'on a interdits. Et quand on n'a pas le produit de remplacement, on ne produit plus. La disparition du colza en France, elle est due à ça. C'est vrai en Meurthe-et-Moselle. Il faut penser aussi à ces choses. Et puis enfin, le libre-échange. Si vous êtes contre le libre-échange, moi je ne comprends pas. Parce que ça veut dire quoi? On exporte 87 milliards d'euros. Attendez. C'est pas le libre-échange à tout prix. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a des pays, justement, libre-échangistes. Je suis d'accord avec vous. Qui sont très protectionnistes. Le Canada, les États-Unis, vous savez, sont très protectionnistes au niveau de l'agriculture. Il y a même des prix minimums du lait. Donc eux, ils traitent leurs produits, ils traitent leurs poulets avec de l'eau de javel et tout. Oui, non mais c'est clair. C'est pas un modèle sur les normes. Mais vous avez des pays libéraux qui sont plus protectionnistes que nous. C'est que quand on dit aujourd'hui, on dénonce par exemple l'accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est une erreur. C'est une erreur, je vous le dis comme tel. Donc vous êtes favorable quand on exporte à un accord avec la Nouvelle-Zélande? Avec la Nouvelle-Zélande, moi je l'ai dit parce que là je comprends que c'est un accord construit aujourd'hui dans le domaine du mouton, que je connais un petit peu aujourd'hui. Vous savez qu'on apporte du mouton, mais dans le même temps on exporte des produits là-bas. On ne sacrifie pas l'intérêt des éleveurs de moutons en France en faisant ça aujourd'hui. De toute façon, on apporte. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Non mais ils le ressentent comme tel, mais ils doivent le comprendre. On ne peut pas exporter 87 milliards et avoir une balance du commerce extérieur de la France avec 10 milliards pour l'agriculture. Et dans le même temps, ne pas vouloir apporter certaines choses. Voilà, comme tel. Yann Brossat, on est quasiment à la fin de ce débat. C'est un mouvement européen, ce mouvement des agriculteurs qui, si je simplifie un peu, disent effectivement on a trop de normes environnementales et on n'arrive pas à suivre. Il n'y a pas que ça, c'est multifactoriel, mais c'est peut-être le point commun de ces mouvements. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne a fait fausse route dans ce virage et donc, est-ce qu'elle doit entendre ces agriculteurs aujourd'hui? Quel est le cœur quand il y a autant de pays mobilisés? Quel est le cœur du sujet? C'est d'ailleurs un peu ce que finit par reconnaître le Premier ministre en parlant de concurrence déloyale. C'est qu'on ne peut pas nous-mêmes nous imposer des normes et dans le même temps accepter qu'on importe en France des produits qui ne correspondent pas à ces normes. Mais par ailleurs... Donc il faut faire preuve d'un peu de protectionnisme européen en la matière. Évidemment, mais même de protectionnisme à l'échelle nationale. Mais par ailleurs, je voudrais le dire aussi, j'entends cet éloge du libre-échange. Et j'entendais des gens dire, oui, mais c'est très bien, regardez, par exemple, la France exporte du porc en Chine. Très honnêtement, est-ce que c'est le modèle de société que nous voulons? Est-ce que nous considérons qu'il est sain, qu'il est normal, y compris sur le plan environnemental, que la France exporte du porc en Chine? C'est quand même une question. Mais oui, mais moi je pose la question. Je n'en suis pas certain. Et je pense qu'il faut revenir... Vous voulez la crise du porc? Je pense qu'il faut revenir à une logique qui est une logique plus locale. À tous, on vous a tous entendu longuement. Merci d'avoir participé à ce débat. Pardon, c'était un débat 100% masculin, mais je vous révèle un peu ce qui se passe dans nos cuisines. Parfois, on a évidemment invité plusieurs sénatrices qui, pour des raisons multiples, n'ont pas pu se joindre à nous. Ça arrive et on en est désolé. Demain, on vous retrouve à 18h et 22h. Et puis dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise, chargé d'une mission sur la décentralisation. On n'en a pas parlé de décentralisation, c'était l'un des thèmes du discours de politique générale de Gabriel Attal. Bonne soirée.